Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Forum 24 secondes et le premier podcast de la saison 2 puisque nouvelle saison NBA qui arrive. On va pas compter celui qu'on a fait sur l'off-season juste avant, on va l'inclure dans la saison 1. On va ouvrir avec nos previews. Alors on va pas faire équipe par équipe parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas nécessairement le temps pour se réunir aussi souvent et enchaîner autant d'équipes. Voilà, c'est quand même une sacrée charge de travail. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est que la NBA compte deux conférences, 6 divisions. On va faire une preview de chaque division. Dans chaque division, on va revenir équipe par équipe dans l'ordre du classement de l'an dernier, du dernier au premier, revenir un petit peu sur la saison de l'an passé et surtout sur les projections de l'année prochaine, puisque c'est une preview, équipe par équipe, et à la fin, on va pas faire non plus un classement avec les bilans précis, mais on va classer ce qu'on pense que sera le classement de l'année prochaine dans la division de 1 à 5 avec qui ira en playoff, qui n'ira pas en playoff, voilà. Quelque chose un peu moins précis mais qui reste indicatif de ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on va commencer par la conférence Est et dans la conférence Est, on va prendre la division Atlantique. Donc la toute première équipe laquelle on va parler, c'est les Toronto Raptors. Les Raptors qui l'an dernier ont été très loin dans le classement, qui ont fini avec un bilan de 27 victoires, 45 défaites. Parce que je rappelle, c'était 72 matchs l'an passé, pas 82. Voilà, donc une saison complètement perdue. Il y a eu pas mal de blessures. Siakam, Van Vliet, Laurie. À la fin, il y a eu du tanking clairement assumé. Laurie était en vacances, littéralement. Pour la petite anecdote, je me souviens, moi je joue pas mal en fantasy et je me souviens qu'une des notes, j'avais Laurie dans ma fantasy et une des notes d'absence c'était littéralement, entre parenthèses, littéralement en vacances. Parce que il n'était pas blessé, il était juste en vacances. Donc ils sont arrivés à la draft avec le pick 4, ils ont drafté Scotty Barnes, Laurie est parti en sign trade à Miami, Dragic et Achua sont arrivés. Alors messieurs, je pense qu'on va pas passer trop de temps sur la future saison des Raptors. Ça vise le first pick littéralement. Il y a moyen. Faut qu'ils virent deux trois joueurs, mais ils ont enclenché la marche pour viser le first pick, ouais. Est-ce qu'on pourrait voir un trade de Siakam par exemple? Peut-être pas Van Vliet, mais peut-être Siakam. Il y a eu pas mal de rumeurs autour du joueur cette année. Est-ce il pourrait le lâcher et développer Scotty Barnes qui jouerait à ce poste de forward, power forward? C'est pas impossible, Moi, oui. personnellement, je crois pas trop à un trade de Siakam. Non? Bah, disons que je pense que le front de courte Barnes, Siakam et Anunoby est plutôt compatible. C'est trois joueurs capables de vraiment changer. Et en fait, la question de trader Siakam pour faire de la place à Barnes se pose pas vraiment parce qu'ils peuvent exister l'un à côté de l'autre, je pense. Moi, j'ai envie de dire que ça dépendra de ce qui est aligné pour Siakam. S'ils ont une grosse offre, autant que tu peux même s'ils ont déjà la place pour développer Barnes, bah, ça lui fera plus de place, ça les fera descendre au classement. Ça se pose, mais c'est pas une obligation de vente plus que ça, quoi. C'est ça, de toute façon là avec les autres équipes de l'Atlantique, on va aborder des dossiers plus chauds, mais pour moi Siakam c'est vraiment le premier domino, mais il y a moyen que ça après le deadline. Après, je pense quand même qu'il va commencer la saison, mais ça risque quand même de bouger. Enfin, en tout cas, on va beaucoup entendre parler de ça et ça va parler en coulisses. Après, est-ce que ça se fera, je sais pas. Parce qu'en fait, ça dépend de ce que voudrait faire Toronto. Est-ce que on est sur une reconstruction plutôt rapide? Parce que tu as déjà Siakam, Van Vliet et Anunoby qui sont quand même dans leur premier gros contrat NBA. Les trois et Marge a eu 70 millions, à peu près les trois ensemble. Ou alors est-ce que tu repartirais sur un rebuild plus long? Et dans ce cas-là, c'est la possibilité où je vois un Siakam, un Van Vliet qui se fait trader. Parce que Scotty Barnes, apparemment non plus, n'est pas le joueur le plus près de la draft et aurait besoin quand même d'être poli. Donc pourrait prendre plusieurs années pour émerger au plus haut niveau. D'un côté, il manque pas non plus d'armes globalement, donc ils peuvent se laisser le temps de. Ouais, c'est peut-être un truc pour le futur, quand il faudra aligner 45 millions à Siakam ou à Anunoby, bah, tiens, allez, salut, casse-toi, puis c'est Barnes qui prend ta place. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont des contrats qui sont encore longs. Siakam, 3 ans, Van Vliet, 3 ans, Anunoby, 4 ans. Ils sont pas dans l'obligation de bouger, en tout cas. Oui, aussi. Ça, ouais. Puis c'est un cas un petit peu compliqué à analyser, puisque c'est pas que c'est un petit marché, puisque Toronto reste quand même une grosse ville avec pas trop de concurrence.
Donc en soi, c'est au niveau marché, attractivité. Enfin, ça reste le Canada, c'est un cas un petit peu particulier en NBA. Et surtout, ils ont pris leur titre un petit peu contre toute attente. Donc entre guillemets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce sera le bon choix. Alors que tu regardes quelques années auparavant, quand ils se cassaient les dents avec DeRozan et Lowry, et là, non, faut pas casser maintenant. Ils n'auront jamais d'autres occasions de faire 50 wins. Est-ce qu'on partirait peut-être plutôt sur un trade de Chris Boucher alors, parce que je viens de voir, enfin je me rappelais en plus que Chris Boucher, qui a été un peu la révélation de l'an dernier, est expirant. Est-ce que Il est expirant, il a un petit contrat qui le rend facilement tradable en plus. Voilà, il a un contrat à seulement 7 millions, il est expirant et il risque de commander quand même un bon pactole cet été parce que le profil de, on va dire, Triendi en tant que pivot, c'est quand même particulier et assez recherché. Ça bouge pas. Disons que si j'étais le GM des Raptors et que je voulais récupérer des trucs, toc toc toc, bonjour les Spurs, pareil que vous voulez un pivot, j'en ai un pour vous. Boucher contre un tour de draft, merci, au revoir. Je sais pas si les Spurs iraient chercher un expirant de 28 ans dans leur construction actuelle de roster quand même. Je force le Ils vont trait, chercher Van Vliet plutôt. je force le trait, mais ils ont pas d'intérieur les Spurs. Donc, On en reparlera, mais ils sont plus dans la perspective, à mon avis, de jouer la draft malheureusement que de. Chris Boucher, l'équipe qui va prendre Chris Boucher va quand même soit se dire, soit c'est un contender qui fait entre guillemets un one shot et le laisse partir cet été, soit c'est quelqu'un qui dans sa tête doit se dire direct putain faut le re-signer quand même. Que ce soit en cours de saison s'il accepte de négocier, mais l'été il y a un dossier qui arrive, Chris Boucher va demander de l'argent et peut-être que l'avenir des Raptors, par exemple en seconde partie de saison, ce sera Siakam en 5, Barnes en 4, Anunoby en 3. Et Boucher encore bloqué dans son rôle de sixième homme qui était un peu bizarre l'an passé parce que il était clairement meilleur que Aaron Baines. Et des fois il startait, des fois il était sixième homme. Il y avait une gestion un peu particulière. Et peut-être que lui il a pas envie tout simplement de rester non plus dans cette situation et il est déjà en train de dire à Toronto moi l'année prochaine les gars je me casse. c'est possible aussi. Après, voilà, il peut intéresser pas mal de monde. Il peut intéresser Celtics aussi. Je pense Même que les si Celtics c'est intéressant quand même. Je les vois pas du tout dessus, perso. Bah, je sais pas, je pense pas qu'ils ont c'est quand même les mieux pièces. qu'un Horford bouilli ou qu'un Canter. Ils ont Voilà. Robert Williams. Le Canter que je connais, c'est Maître Canter, hein. C'est pas Enes Kanter. J'aime bien Robert Williams, c'est pareil, on va en reparler, mais niveau blessure, on est quand même sur un mec qui fait 20 matchs Ah par non, an. ça c'est autre chose, mais sauf ils ont déjà parié sur lui cet Ouais, été, je sais plus ce qu'ils ont mis, une histoire de 12 la saison, un truc comme ça, ou même plus, ouais. plus du tout. Il a pris c'est pas un gros contrat non plus, mais il a pris un bon contrat, donc je les vois mal aller chercher un Boucher à re-signer derrière. D'un autre côté, il est encore à polir, donc à voir. Mais il faudrait se débarrasser du contrat d'Orford, donc Bon, on verra. Toronto, voilà, c'est pas la franchise qui va attirer le plus de débats. Une saison tranquille à venir pour eux vers les bas-fonds de la conférence. Onyx aussi, non? Hein Onyx aussi, non? Boucher Onyx Ouais. Ça fit très bien, je trouve. Je sais pas. Puis les Knicks ont de la masse salariale, donc Ouais, mais je pense que les Knicks, ils ont là, on va faire re-signer Noël. Je sais pas s'ils sont dans cette optique non plus. Ils ont un autre dossier, on en reparlera aussi après, mais ils ont un gros dossier à gérer au niveau signature. On va enchaîner sur Boston, justement, puisque Boston était quatrième de la division l'an dernier. Bilan 50% parfait, 36-36. Play-in, premier match gagné, 7ème seed. Gentleman sweep par les Nets, 4-1. Voilà, donc une année compliqué, les attentes étaient quand même un peu plus élevées, mais entre les blessures, le protocole Covid qui a quand même fait chier à peu près toute l'équipe, hein, ils y sont tous passés. Je sais pas si, je crois qu'il n'y a pas un seul joueur qui a dépassé les 60 matchs, en tout cas dans le genre vraiment important. Beaucoup de changements cet été. Brad Stevens qui n'est plus coach. Qui passe à l'échelon supérieur GM à la place de Danny. Ime Udoka du coup qui est promulgué coach. Beaucoup de moves aussi ont été faits. Kemba Walker, c'est reparti, on reprend à Ford, le retour de Richardson, Schroeder qui arrive, les prolongations de Smart, Robert Williams. Voilà, beaucoup de changements, peut-être une légère remise en question du système, peut-être même une grosse remise en question, que ce soit parce qu'à tous les échelons tout a changé.
Est-ce qu'on va retrouver un grand Boston, une grande saison pour les Celtics cette année? Changement, mais c'est un petit peu more of the same, hein. Ça fait quelque temps que, alors certes, Brad Stevens a l'air de bien commencer comme GM, il a fait quelques beaux moves, mais ça fait au moins 2 ans qu'il y a un problème de pivot et à la main, et bah, à l'arrivée, il y a toujours un problème de pivot et toujours un problème de main, hein, dans l'histoire. Donc oui, sur le talent pur de Brown, de Smart, de Tatum, ça fera encore un bilan au minimum aux alentours de 50%. Mais je te dis, moi je les vois pas faire beaucoup mieux. Pop, tu les vois Euh, comment les Celtics là? Je les vois en amélioration par rapport à l'année dernière, mais pas à un degré énorme non plus, parce que même s'ils s'améliorent, les autres équipes s'améliorent aussi. Par contre, je pense pas qu'il y ait un problème de meneur ni de pivot. Vraisemblablement, ce sera Smart et respectivement Smart et Howard Williams qui commenceront. Et je pense que c'est deux joueurs qui sont parfaitement capables d'être titulaires en NBA pour jouer les playoffs. Mais en revanche, il y a quand même un manque de création de vrais créateurs pour les autres, même si les deux Jays sont capables, mais sont quand même plus des scoreurs par essence. Donc je pense que c'est un défaut qu'on entrevoyait l'an passé et qui est toujours présent et qui va grandement les limiter. Non, mais évidemment que Schroeder et Horford, ça suffit pour aller en playoff. Mais on parle de Boston, là. On parle pas d'une petite franchise comme Memphis où eux, ça fait des années qu'ils visent le titre. Et pour moi, Horford, Schroeder, c'est pas suffisant comme 1-5 pour espérer ne serait-ce qu'aller plus loin que les demi-finales. Ouais, mais au final, tu parles des backups là, hein, Schroeder, Horford. C'est pas les titulaires. Je pense qu'une n'importe quelle équipe serait contente d'avoir Schroeder, Horford. Je, je suis pas d'accord avec le poste 5 non plus. Je pense que Robert Williams, bon, c'est toujours le problème de est-ce qu'il va beaucoup jouer, ne pas être blessé. Mais je pense que Robert Williams à Horford, c'est quand même une très belle paire au poste 5. Et ok, meneur. Moi, pareil, j'aime beaucoup Smart. Euh, il est très bon, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu léger en création. Et c'est là où meneur, effectivement, Schroeder, c'est pas le plus grand créateur du monde derrière. Et les Jays, ouais, c'est des second ball handlers. C'est pas des premiers créateurs. C'est beaucoup de drive and kick. Je suis d'accord plutôt avec Pop quand même. Un point sur la création qui me dérange. Mais le poste 5, moi, non. Moi, je trouve qu'il est bien ce poste 5 à Boston. Ah bah, je trouve qu'il est léger, moi. Mais... Après, c'est mon avis, hein. Doc, Et après, oui, après je suis d'accord avec vous pour Smart, mais moi, Smart, je l'alignerais plus en deux si c'était moi le coach. Donc, c'est pas un meneur pour moi, Smart. Justement parce qu'il n'est pas assez ball handler. après, là où c'est pas un pur meneur, mais de toute façon, dans ce qu'ils ont derrière, après, ils ont rien d'autre à proposer parce que Schroeder, Pritchard et Richardson, c'est ce qui fait le reste de ton bac court au final. De toute façon, aucun n'est un vrai meneur. Autant mettre celui qui est le plus compétent à la passe et Smart est le plus compétent à la passe, puisque Oui, dans ce voilà. sens-là, oui, mais dans ces cas-là, on en revient toujours au même truc. C'est pas avec Smart titulaire poste 1 que tu peux espérer être champion. Avec titulaire poste 2, je dis pas, mais Je sais pas. mais après, oui, Pop a raison sur le point de vue de la création. Doc, ton avis? De mon côté, je rejoins Réa sur le point que je vois pas Boston champion. En revanche, en saison régulière, je les attends. Et pour moi, s'ils vont faire une grosse saison, faut quand même se souvenir, bah, tu l'as dit, c'est les grosses têtes d'affiche n'ont pas beaucoup joué ces dernières saisons, enfin surtout la dernière saison. Et je crois qu'ils avaient fait un très gros début de saison, notamment. On l'a vite oublié avec les blessures, le groupe qui est jamais au complet. Et c'est une équipe qui a le matos au moins en saison régulière pour faire le taf. Il y a une arrivée entre guillemets intéressante, c'est Josh Richardson. Il a montré, aux Sixers, il a montré pas mal de limites. Avec autour d'un Brown et un Tatum, c'est un gars que tu viens mettre poste 1-2 qui va faire le taf en défense. Pour rentrer ses tirs, faudra pas trop compter dessus non plus. Mais pour faire une extra passe, des choses comme ça, il serait utile dans ce système de Boston. Il joue sans meneur à Stockton, quoi, mais qui même taf en saison régulière. Surtout qu'au final, ils ont pas mal de. Ils ont pas de premiers gros créateurs, mais ils ont beaucoup de seconds créateurs décents. Que ça soit Smart, Richardson, donc les Jays, Horford, bien évidemment, quand même, qui risque d'être, je pense, souvent aligné
avec le 5 sur le parquet, même s'il commence pas titulaire. Et même Grant Williams, qui a des mains, je trouve, plutôt intéressantes quand même jusque-là, mais il a tout à apprendre à leur forte devant lui, justement. En saison régulière, je vois pas le problème non plus, effectivement. À voir en playoff, c'est toujours la même question. On va enchaîner avec la troisième équipe, celle qui a fini donc troisième l'an dernier dans l'Atlantique, pardon. Les New York Knicks, 41 victoires, 31 défaites, une élimination 4-1 au premier tour contre les Hawks. Donc pour les Knicks, on a été pas mal dans la continuité cet été, donc prolongation Randle, D-Rose, Noel, Burks, et deux arrivées, Kemba Walker et Evan Fournier. Alors les avis sont pas mal partagés de ce que j'entends, on va dire, dans la planète basket. Alors les Knicks, est-ce qu'on est sur une progression, une stagnation ou une régression à votre avis? Alors, pour moi, on est sur une progression en termes de qualité du roster. Mhm. Par contre, en termes de win et de classement, ce sera peut-être une régression. Parce que des équipes qui sont passées au travers l'an dernier vont moins passer au travers parce que eux vont être plus attendus. Mais voilà, pour moi, ils seront au pire à l'équilibre, au mieux pas loin de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Sauf qu'ils auront plus d'armes, plus ils auront moins besoin de s'arracher, et ils ont peut-être une chance de passer un tour de playoff s'ils ont de la chance, un peu plus de chance au tirage. Voilà, c'est vraiment si tout se passe bien. Mais c'est construction intelligente, ils économisent sur Randle en plus. Fournier arrive avec un contrat correct. Rose, ils ont pas mis trop. Noël, pareil, contrat correct. Walker, ils ont tendu le buyout pour le récupérer, très malin aussi. En fin de saison, je crois qu'ils seront enfin débarrassés du salaire de Noah. Et ça, c'est cool. Puis voilà. Voilà. Tous à la fois. Hein. Bah, du coup, j'y vais. Moi, de mon côté, je suis pas tellement emballé. Et ils vont faire le taf en saison régulière, il n'y a pas de souci. Le problème, je sais pas si ce sera suffisant pour les playoffs. Play-in sans doute, mais playoff, je ne sais pas. Il y a un truc deux trucs quand même. Le côté français, c'est voir comment ça va se passer pour Evan. Mais sinon, le truc qui m'intéresse surtout dans cette... Allez, un troisième même, puisqu'il y a RJ Barrett qui m'intéresse. Et c'est l'évolution de Mitchell Robinson. Je l'ai toujours trouvé très intéressant, mais en même temps très Il est en aussi cristal, bête quoi. sur un terrain, en fait. Il saute sur tout et tout, donc c'est drôle quand t'es un rookie, mais en sophomore, ça n'avait pas changé. Et le fait d'avoir été blessé la saison dernière, je sais pas si ça va pas l'aider un petit peu pour un peu mieux comprendre le jeu. Ah. Mais c'est en partie à cause de Robinson, du fait qu'il ait eu une grosse blessure, que sa progression n'est peut-être pas aussi haute qu'attendue, que je parlais de Boucher tout à l'heure, que les Knicks pourraient éventuellement aller chercher. Bah, Robinson, de toute façon, c'est on va dire un chantier pour eux parce que c'est la saison où il faudra le payer. Il a montré des choses très intéressantes sur le plan défensif. Maintenant, c'est clair qu'il saute toujours sur tout ce qui bouge. Et c'est dommage parce qu'en plus, il a quand même Nerlens Noel derrière lui ou à côté de lui, parce qu'il joue quasiment le même temps de jeu. On pourra dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un super big défensif, Nerlens Noel quand même. Et c'est dommage de pas. J'ai l'impression qu'il apprend pas assez de ce joueur parce que il fait toujours les mêmes erreurs. Et je sens pas trop cette vraie progression non plus. Il saute un petit peu moins qu'en rookie, mais franchement, il mange toujours autant sur les fautes. Il cherche le contre, quoi. Il veut. Et je sais pas ce que vont faire les Knicks avec lui parce que déjà, ça va être selon sa saison, mais il peut avoir re-signer un salaire pas très cher comme il peut coûter super cher en fait. Déjà, on aura une bonne indication de ce que veut en faire Thibodeau à l'après-saison, je pense. On sait comment Thibodeau fonctionne, hein, donc on aura probablement un truc très proche du 5 dès le premier match de pré-saison. Et on verra la place qui lui est réservée. Bah, je pense que ça va être la même en fait que les 3 années précédentes, c'est-à-dire qu'il va être titulaire. Mais comme il va faire plein de fautes, il va jouer une petite vingtaine de minutes et Nerlens Noel continuera d'être entre guillemets le meilleur backup big de la ligue et il jouera pareil une vingtaine de minutes. Je le vois pas baisser ses fautes, hein. Il est quand même à
ça a un peu baissé, mais il reste à 3 fautes par match pour 25-27 minutes. Ça reste un total assez conséquent. Je sais pas où le placer financièrement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais pas. Je sais pas, vraiment. Et je sais pas, Sa jauge, c'est Robert Williams. Ouais, Ouais. Plus ou moins le même profil, tous les deux blessés, c'est quand même un de leurs principaux red flags. Un de leurs principaux red flags à tous les deux. Je préfère Robert Williams, mais à peu près dans cet ordre d'idée, je pense. pour ça, je sais que j'insiste avec mon Chris Boucher, mais justement, tu récupères Chris Boucher, au moins le problème est réglé. Tu sais qu'à la fin de la saison, tu lui mets 20 millions en lui, mais tu sais ce que t'as pour tes 20 millions. C'est dans l'optique de progresser, parce que là, ce qu'il faut, c'est, même s'il y a déjà un mieux, hein, ils se retournent en playoff, ils ont un bilan positif. Les Knicks, pour redevenir vraiment une franchise qui compte, être vraiment sérieux, il va falloir qu'ils fassent ça en plusieurs années, sans même parler d'aller en demi ou. Et voilà, certes, tu peux te permettre de prendre du temps pour faire évoluer tes joueurs, mais tu peux plus te permettre de dire je vais prendre 5 saisons. Là, si au bout de 3 saisons ça va pas, bah, t'essayes de faire un échange qui t'arrange, et puis voilà. Enfin, de mon point de vue. Ouais. Moi, c'est Knicks, pour répondre à la question initiale de Sativa. Je pense que même si sur le bilan purement comptable, au niveau du nombre de wins, ça va être une régression, dans les faits, ça ne sera pas tellement le cas parce que l'Est des places 3 à 9-10 me paraît quand même très serré. Et c'est possible que ça se joue en 6 victoires entre la 3e place et la 10e, et la 9e plutôt. Ce serait pas improbable parce que il y a vraiment des équipes qui sont très, très compactes et très dans le même ordre d'idées en termes de victoire. Donc, d'un point de vue purement comptable, s'ils finissent 8e, c'est pas forcément un signe de régression par rapport à l'an passé, par exemple. je suis en train de regarder, mais j'ai le sentiment que avec Kemba Walker et Evan Fournier qui sont arrivés, et Burks qui re-signe, dit Rose, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de d'arrière, enfin de backcourt dans cette équipe, parce que on va partir sur euh, Kemba titulaire avec Fournier et RJ Barrett, je suppose. Et, Ouais, et, là-dessus, je suis. et derrière, t'as Derrick Rose, t'as Alec Burks, t'as Quickley, t'as 3 joueurs. Même Topin, je crois qu'il joue pas mal il joue pas mal un peu de 3 aussi. Mais bon, t'as surtout voilà, Burks, Rose, Quickley qui sont tous les 3 sur ton banc. Et j'ai l'impression que ça fait un joueur de trop dans cette histoire. Genre, Burks peut jouer du 3, s'il fait un peu petit, mais je pense qu'il va jouer du 3. Ouais, Mais mais alors, Rose n'oublie Quickly, pas. de toute façon, Rose Quickly, ça fait vraiment doublon. Ouais, mais Rose Quickly, il y en a bien qui va louper 20 matchs dans la saison, d'autres qui vont louper 10. Donc, au minimum. T'as quand même des injury prone là-dedans. Donc, Ouais, mais est-ce que Et ce puis serait... même Kemba. Hein. Ouais, mais est-ce que ce serait pas simple, peut-être une idée dans la saison pour les Knicks à un moment de monter un package avec certains de ces joueurs pour essayer d'upgrade à mort une position, par exemple. Que ce oui, soit... Tu vois, que ce soit pivot, sans même... Parce que là, on a pas Chris Boucher, mais on peut pas avec quelqu'un d'autre. Si on peut upgrade à mort quelque part en pivot ou en meneur ou je ne sais pas, je ne sais où. Mais... Ah, je sais pas. De toute façon, je la trouve bloquée, cette équipe, au final, maintenant. C'est pas mauvais ce qu'ils font, mais plus je la regarde, plus je trouve qu'au final, c'est bloqué et c'est figé. Et je vois pas... Moi, personnellement, je vois pas spécialement de progression. Même sur le terrain, en fait, je vois pas spécialement de progression. Un peu parce que RJ Barrett va être meilleur, mais je pense que ouais. dans les faits, on va être sur le même système de jeu, on va être sur les mêmes problèmes s'ils vont en playoff. Oui, mais oui. À partir du moment où tu gardes Thibodeau comme coach, de toute manière. Mais c'est Mais mais c'est quoi au moins Fournier apporte du talent et de la création, ce dont il manquait l'an dernier. mais ouais, mais du coup là avec ce roster, en fait, si RJ Barrett ne devient pas ta superstar ou ton co-star, on va dire avec Randall, tu peux rien faire. Enfin, là, t'es bloqué, t'es obligé de trader si tu veux faire quelque chose. Tous tes contrats sont 3 ans minimum, hein, à part Barrett qui doit re-signer. Peut-être Robinson qui va venir te rajouter du câble dans tout ça. Et ça fait un peu empilement de joueurs moyen plus. Je suis pas un grand fan de Julius Randle perso. Ça fait un peu empilement de joueurs de moyen plus. Ouais, non, je Et suis d'accord. ça me rappelle le hit il y a quelques années au final, tu vois. Pas trailer, ça en est très bien sorti, mais ça me rappelle un peu cette équipe. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, il n'y a pas de contrat dégueulasse. Y a pas... ça va être facile de trader quelque part.
Moi, j'aimerais bien qu'il trade. Je sais pas s'il y Oh, aura à leur place, je vire. Merde, j'ai même oublié son nom. Burks. Ah, non, bah leur FP de l'an dernier. Fantôme des playoffs. Ah, Putain. Randle. Randall. Randall s'est cramé toute la saison aussi. À un moment, puis à un moment, tout le monde l'a ciblé en playoff aussi. Hein. Tout le monde l'a dit pendant toute l'année, ça allait se passer comme ça en playoff, Ouais. ça s'est passé comme ça en playoff. Il n'y a pas que cramé au bout d'un moment. Oui, non mais. Et Oh, ça reste un tout droit, le gars. j'ai pas dit que c'était que ça, j'ai bien dit les deux. Le fait est que de toute manière, comme selon moi, je le trouvais cramé en playoff, même si les défenses s'étaient pas adaptées, je pense qu'il serait passé au travers de ces playoffs. Parce que Randall, s'il est pas 100% physiquement, il est nul. Pour moi, Hmm. Randall, en fait, il aura jamais une meilleure cote. Concrètement, la dernière fois qu'il a eu une cote comme ça, c'était à la draft. Et puis je vois pas forcément le fit avec Barrett. Donc, Ouais. après, je sais pas à quel point les Knicks évaluent Barrett au sein de l'effectif. Enfin, il a quand même montré deux, trois bonnes choses. Et bah, d'ailleurs, j'ai même pas. L'arrivée d'un Evan Fournier ne fait pas forcément sens, ou même d'un Kemba, parce que si tu dis un qui prend quand même pas mal la balle, qui jusqu'ici était plutôt placé en poste 2, donc là, est-ce qu'ils vont le décaler poste 3 ou bien c'est plutôt Evan qui va s'y coller? Tu sais pas vraiment. Enfin, normalement, c'est quand tu as un jeune, un haut pic comme ça, tu le mets dans les meilleures conditions. Et vraiment, là, tu as l'impression, c'est bah, démerde-toi et montre que tu es meilleur. En même temps, Thibodeau a toujours fonctionné comme ça. Hein. Il a bien chouchouté Butler quand même. Non, non, il lui a dit bosse dur, et si tu bosses dur, t'auras ta place. Il a bossé À dur, partir de il a la eu sa troisième place. saison, Hmm. à partir de la troisième saison, enfin, il lui a fait confiance et c'était fini. Bah oui, mais ça n'empêchait pas que ça a toujours été. Avec Thibodeau, faut bosser pour avoir sa place. Donc, Je trouve qu'il bosse, Barrett. Hein. Hmm. Oui, Je il trouve qu'il bosse. bosse jusqu'ici. Hein. Ouais, il a amélioré quand même beaucoup de facettes de son jeu, hein, déjà. J'ai pas dit qu'il bossait pas. Mais Tiens, par le coup regardez qu'il vite fait. bosse, ça sous-entend que c'est pas parce que t'es arrivé au niveau qu'on attendait de toi que on va te faire des cadeaux. Continue à bosser, continue de t'améliorer, t'auras ta place. Ouais, Tu il vois est ce à que je veux des dire? années-lumière. Ouais, non, mais il est loin devant les temps de passage de Butler, par exemple. Après, il arrive pas. Et en plus, il arrive plus jeune. Ouais. C'est, mais Et... Non, c'est ouais, ça, 38 minutes de la troisième saison, Butler. après, C'est Mike Deal. ok, ça lui laisse un peu moins de place, mais je vois pas le souci. Quand on a parlé des Celtics, est-ce que quelqu'un trouvait que c'était un problème qui est Brown et Tatum, alors qu'ils peuvent se marcher sur les pieds à la base Et des Bah, doutes à un moment, on a vite vu que ça fonctionnait plutôt bien et Tatum s'est plutôt bien imposé le comme leader. l'alpha. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui empêche Barrett de s'imposer comme l'alpha? Regardez les Tu Knicks vois ce jouer que je l'an veux dire? dernier. Bah, Hmm. le fait que Vu à Randall ait quel la point balle tout le Randall avait temps. la balle. Ouais. Il a beaucoup la balle dans les mains, Randall, quand même. Hein. C'est pas pour rien qu'il a fait 6 assists l'an dernier. Hein. Il a beaucoup la balle dans les mains. Et c'est pour ça que les Knicks sont perdus au premier tour. Parce qu'il avait beaucoup la balle dans les mains et que la défense s'est facilement resserrée sur lui en permanence. Hein. Bah, d'où l'intérêt d'avoir d'autres ball handlers de qualité. C'est sûr, il y a un apport création quand même avec Kemba et Fournier. C'est des bons joueurs balle en main. Moi, je reste sceptique de toute façon, en tous les cas. Mais, de toute façon, je pense que le recrutement a été fait de manière à ce qu'il y ait toujours au moins deux ball handlers sur le terrain. Tu vois, pour moi, Kemba ne part pas forcément titulaire. Ouais, Là, ça sera peut-être Rose le titulaire, un Kemba qui rentre parce que bah, comme il n'y a plus Barrett sur le terrain, il n'y a plus Fournier, bah, ça manque de création parce qu'il n'y a plus Crandall qui fait de la création. Tu vois ce que je veux dire? ouais, oh, je sais pas. De toute façon, je sais. Ça dépend déjà de Kemba. Est-ce qu'ils vont le faire jouer tous les jours? Est-ce qu'ils vont pas le préserver? Rien que ça au final en soi. Et puis même, je pense que même si Kemba est out, je pense qu'ils préféreront toujours garder Rose sur le banc en sixième homme pour pouvoir l'aligner un peu sur ses postes de two guard et l'aligner avec Quickley comme ils l'ont déjà fait aussi en sortie de banc. Je pense que la rotation sera fluide de toute façon sur les arrières et qu'on n'aura pas de enfin entre guillemets une vraie séparation de titulaire remplaçant. Ça va être très fluide, ça va beaucoup bouger, on verra les trois mecs alignés en même temps, des fois un seul. Je pense, hein, je suis pas dans la tête de Thibodeau après. Toujours est-il que tu noteras qu'il y a quand même une grosse progression au niveau New York. C'est que on aurait fait la même mission l'an dernier, on aurait été à se dire, bon, 14e ou 15e? Oui,
C'est 15e ou pire bilan ever. c'est sûr qu'on est plus. Là, on en est à se dire comment ils peuvent optimiser leur roster pour être au plus haut possible de Ouais. C'est quand même une vraie évolution, faut le dire. Ouais. Et c'est pour ça que même si j'entends ce que vous dites, et même je peux le comprendre, euh, j'ai envie de leur faire confiance. Je me dis qu'ils ont su ce qu'ils faisaient l'an dernier alors que tout le monde doutait. Alors pourquoi ça serait pas la même chose cette année Ouais, bon, on verra bien. On va enchaîner avec la quatrième équipe, l'équipe qui a terminé deuxième de l'Atlantique l'an dernier. On commence doucement à rentrer dans les deux équipes qui vont pas mal Le faire bordel jaser. commence. Le bordel commence, donc on va parler des Brooklyn Nets, qui étaient deuxième l'an passé, 48 victoires, 24 défaites. Défaites 4-3 bien évidemment contre les Bucks en demi-finale de conférence, voilà. Intersaison, Brown, Griffin qui prolonge, Aldridge revient, arrivée de Millsap. avec Doumbouya aussi. Doumbouya aussi, enfin par trade, Javon Carter et Sekou Doumbouya par trade, et en départ notable Jeff Green, Spencer Dinwiddie, voilà. Bon, il y a quand même pas mal de questions. Je pense on va commencer par la plus importante et la grosse question, c'est que faire de Kyrie Irving. Alors, pour ceux qui C'est pas savent drôle, tu me laisses pas mettre les pieds dans le plat. pour ceux qui savent pas, alors dans la ville de New York, on est obligé d'être vacciné pour pouvoir jouer et s'entraîner. Alors, c'est évidemment pas le cas de Kyrie pour l'instant. Alors, il a dit aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre, parce qu'il y a eu un Media Day et il a répondu, enfin non, il a fait un zoom, je sais plus si c'était un Media Day vraiment. Bref, il a répondu à des questions et il n'a pas voulu commenter sur le fait qu'il n'était pas vacciné, que ça le regardait lui, et qu'il allait faire un communiqué, une déclaration bientôt. Peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où on en parle. Mais bon, voilà. Que faire de Kyrie Irving? Surtout que des trois du trio, c'est peut-être le plus remplaçable, le moins valuable, je pense, des trois. C'est le scoreur en fait. C'est Harden, il a quand même un playmaking qui est intéressant. Durant, bon, c'est le meilleur joueur du monde, voilà. Bon, Kyrie, c'est la troisième roue, le mec le plus remplaçable. Est-ce que Brooklyn voudrait le trade, serait enclin à le trade si jamais il refuse catégoriquement de se faire vacciner? Ou alors on veut pas froisser les poteaux et tant pis, Kyrie loupera tous les matchs à la maison? Il est intradable parce que c'est le poteau et Durant. Et Durant ne laissera pas passer ça. Ça me paraît très compliqué aussi, mais donc du coup on se dirige vraiment vers un joueur qui ne... Alors je crois que Sean Marks par contre avait précisé que c'était pas le seul, il me semble. Mais bon, c'est le plus gros dossier, c'est le principal, c'est Kyrie, on connaît ses opinions, ses commentaires. Bon, Oh, à noter que c'est pas le seul en NBA. c'est absolument pas le seul. Il y a Wiggins Wiggins non aussi, plus, qui est pas il y a Jeric non plus, je crois. Qui ça? Jason Richardson. Oui, mais la différence, c'est que pour l'instant, il n'y a que New York et de l'autre côté, donc c'était Los Angeles Les ou Warriors. San Francisco. Donc, c'était San Francisco. C'est les seules villes où tu es obligé d'être vacciné pour jouer et t'entraîner. Je veux dire, pour l'instant, si t'es pas vacciné à Charlotte, ben on s'en fout. Pour l'instant. Elle est aussi là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Wiggins récemment et qu'on parle beaucoup de Kyrie, parce que c'est là la vraie question, parce qu'on sait que dans ces deux villes, ils ne pourront absolument pas jouer. A priori, tu peux ne pas être vacciné à Charlotte et jouer tes matchs quand même. Après, ça va dépendre de tout un tas de trucs. Je sais qu'on marche sur des œufs avec ce sujet-là, donc je rentrerai pas dans la vie personnelle. Mais ouais, encore Kyrie, vu la tête de cochon que c'est pas sûr que ça ferait changer la vie, mais ça dépend aussi si du fait qu'ils puissent pas jouer à la maison et qu'ils puissent pas s'entraîner, si leur salaire est pas cut en partie. Parce qu'il et là je parle d'un point de vue plus global, hein, pas que Kyrie. Il y en a certains qui vont envie de dire bon bah finalement je vais me faire vacciner. Après voilà, si je vois pas Kyrie revenir là-dessus, ou tout du moins pas tout de suite, pas. Donc ils sont dans la merde. Mais ils sont dans la merde sans être dans la merde parce que rien qu'avec Harden Durant,
c'est bon, tu peux être deuxième à l'Est, hein, sans souci. Tu peux même être premier à l'Est. Oui, en plus, ils ont rajouté des pièces sympas. Enfin, il y a toujours Joe Harris, Patty Mills, c'est quand même un bon ajout. C'est juste Millsap. dommage de payer je sais pas combien de luxury tax pour le salaire d'un mec qui jouera pas. Doc, Mais tu par veux. contre, Vas-y. excuse-moi. Doc, tu veux nous mettre les deux pieds dans le plat, toi aussi, un coup? Non, non, mais c'est. Enfin, sur ce sujet, c'est pas tellement le sujet. Enfin, c'est pas le lieu ou l'endroit pour vraiment parler de ça. Après, c'est bon, bah, on le connaît, il fait ses choix. Curieux de voir, franchement, si on sait qu'il assume et jusqu'où il assumerait éventuellement. Après, sur ce point, Après moi c'est enfin, pas après moi c'est pas là ce qu'on on va pas discuter évidemment de son choix personnel. C'est clairement pas le lieu. C'est plutôt dans l'optique de l'équipe. Qu'est-ce que Brooklyn va faire? Est-ce que Brooklyn va rester avec ou Brooklyn pourrait tout simplement le trader parce que ça va leur casser les reins d'avoir un joueur qui joue pas la moitié de la saison. et moi, côté Brooklyn, à partir du moment où c'est la décision du joueur, je verrai comment je peux mettre en place un protocole qui est niveau vaccin, quoi. S'il faut qu'il se teste toutes les 12 heures, bah, il se teste toutes les 12 heures et voilà, pour qu'il puisse jouer. Je suis pas sûr que ce soit possible, hein. Ouais, parce que il me Après, semble que c'est une loi tu d'État derrière, donc. fais tout ce qui est en ton pouvoir. Après, derrière, voilà, Après, voilà, tu restes limité. je serais Nash. C'est tant que Irving n'est pas vacciné, il ne joue pas. Parce que tu vas pas faire jouer un mec un match sur deux qui aura pas pu s'entraîner comme tu veux avec l'équipe. Ça va foutre la merde. Si tu veux des résultats, tu le fais rejouer à partir du moment où il est vacciné. Parce que derrière, tu perds potentiellement du coup Kyrie une bonne partie de ta saison. T'as Kevin Durant qui montre quand même depuis quelques années que c'est pas l'assurance tout risque au niveau blessure. Bon, James Harden, je pense c'est un peu une exception l'an dernier. C'est un joueur qui a toujours montré qu'il était quand même super durable. Mais attention, la saison régulière, certes c'est pas l'objectif, mais avoir un bon bilan à l'arrivée, c'est quand même utile pour les playoffs. Voilà, je suis pas sûr qu'il soit dans cette position. S'il paye une luxury tax aussi grosse que mon ego, c'est pas pour rien, hein. Mais Il au bout d'un y a moment, il y a quand même du matos, hein. ils s'en foutent un petit peu de la luxury tax. Ils sont là, ils veulent la payer, ils veulent le titre, ils se donnent les moyens. Après, enfin, si ça passe par Kyrie qui joue 41 matchs en saison régulière, ils peuvent se le permettre en fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se le permettre. Tu te dis, c'est comme mode superstar qui veut pas enfin, qui n'est pas vacciné à l'heure actuelle. T'as Bradley Beal. Bradley Ouais. Beal, enfin, d'un autre côté, ça arrangerait les Wizards. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais en soi, les Wizards, admettons, s'ils jouent les playoffs et tout, tu peux pas te permettre d'avoir Bill qui est pas vacciné. Là, dans le cas des Nets, en plus, il aura quand même rendu un gros service l'an dernier avec les défaillances des deux autres. Entre guillemets, pour service rendu, ils peuvent se permettre d'assumer ce choix. Ouais, mais c'est. En fait, c'est con. Ils peuvent se le permettre, oui. Mais c'est con, mais je suis en train d'y penser. Mais s'ils vont en playoff, c'est-à-dire que le mec ne joue pas la moitié de la série d'une série de playoff non Ça, plus, quand même, hein. faut juste que ce soit pas une finale Nets Warriors, mais Ah, une sinon, finale Les Warriors, c'est le pompon, quand il faut en même. gagner un à domicile et puis les trois à l'extérieur, c'est réglé. Pour Pop, toi, tu vois ça, tout ça comment un peu? Bon, du coup, on a perdu Pop, c'est pas grave, on va continuer à 3, hein. C'est pas l'élément le plus important de ce podcast, de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. Euh, Technical difficulties, please stand by. on va aborder la dernière équipe, le dernier gros, méga gros dossier. C'est cool qu'ils aient fini premier de la division l'an dernier, parce que du coup, bah, on les garde pour la fin. Voilà, les Sixers, 49 victoires, 23 défaites, une défaite 4-3 contre les Hawks en demi-finale de conférence. Un été très calme pour l'instant, hein, avec les prolongations de Korkmaz, Danny Green, deux arrivées discrètes, un George Niang et André Drummond. Bon, on va pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'on fait de Ben Simmons à Philly? On n'en fait rien, c'est pour ça qu'on va beaucoup descendre au classement, parce que on va vouloir le vendre beaucoup plus cher que sa valeur réelle. Lui ne va pas vouloir jouer. On peut même pas l'échanger contre un petit Kyrie. Bon, voilà, on va quand même un peu rappeler. Voilà, donc Ben Simmons, ça s'est pas bien terminé avec. Enfin, c'est terminé avec les Sixers, hein. Il ne compte plus jouer un seul match. Apparemment, il parle à personne, de toute façon.
il ghost, comme on dit, ses coéquipiers. Training camp, rien à foutre. Media Day, il est pas là. Lui, Sixers, clairement, c'est fini. Donc ça s'est mal passé à la fin de la série avec les Hawks. Hein. Il y a eu, donc il y a eu les commentaires de Joel Embiid et de Doc Rivers à la fin de la série. Voilà, le fameux lay-up refusé pour une passe. Voilà. Ben Simmons, vivant, l'a très mal pris. Sûrement les fans qui ont dû jouer un peu parce que tout le monde était quand même vachement en colère et parfois à juste titre, hein, pour certaines raisons. Il n'est pas irréprochable dans l'histoire. De toute façon, les deux parties, que ce soit Sixers ou Simons, ont des torts et ne sont pas irréprochables. En tout cas, c'est terminé. Il veut absolument un trade. Alors, le marché semble pas des plus vivants pour les Sixers et Ben Simons. Il y a quelques rumeurs avec CJ McCollum, Robert Covington et peut-être un petit truc à côté du côté de Portland. Pas sûr que les Blazers se décident avant un certain temps, puisque ils ont envie de voir ce que leur groupe va leur mener avec leur petit trade pour Larry Nance. Ils ont fait quelques petits moves, donc peut-être plus tard dans la saison. Les Wolves aussi, je crois qu'ils sont sur le sujet. Voilà, j'allais y arriver. Il y a eu un peu de rumeurs avec les Cavs, parce que Colin Sexton, ça fait 55 ans qu'il est sur le trade block d'après la ligue. Donc il y a eu un peu de rumeurs avec les Cavs. Et il y a eu les Wolves. Donc je crois que j'avais vu passer une offre, mais ça commence à faire... c'était peut-être il y a 2 mois et elle était franchement pas flamboyante. Mais Rosas, le general manager des Wolves, a été démis de ses fonctions. Et le truc, c'est que, si je me trompe pas, hein, Rosas n'était pas pour donner un D'Angelo Russell dans un trade contre Simons. Enfin, D'Angelo, le grand pote de Towns. Même si Simons, c'est aussi son pote, je crois. Mais apparemment, le nouveau GM et surtout les propriétaires seraient quand même plutôt chauds pour un trade de Ben Simons chez eux. Donc, est-ce que l'échappatoire pour Philly, ce serait de négocier un trade avec donc les Wolves, avec D'Angelo Russell, un petit gel à côté, Culver, Okoji, je sais pas, un petit truc, ou alors continuer à jouer la montre, dire on veut Damien Lillard, Bradley Beal et rien d'autre, voilà, c'est quoi le plan, c'est quoi vos avis? De toute manière, quoi qu'ils fassent, ils ont forcément soit Rich Paul, soit Simons qui leur aura pissé sur la tronche. Donc moi j'aime le Sixers, je dirais, bah les couilles, tu vas pas jouer pendant 3 ans. Et tant pis, quitte à me fâcher avec Rich Paul, pour moi, qu'à un moment les franchises reprennent la main, faut pas déconner. Alors oui, Embiid a été con, même si ça peut se comprendre sur le coup de colère. Oui, Doc Rivers a été très con, mais ça c'est pas une nouveauté. Mais à un moment, si t'avais rien à te reprocher, mec, on t'aurait pas pourri la gueule. Donc ferme ta gueule, bosse et viens. C'est quoi ce comportement Ah bah non, j'ai plus envie de jouer pour les Sixers parce qu'ils ont été méchants avec moi. Tu vas faire quoi dans ta prochaine franchise au bout de 6 mois, on te chouchoute pas, tu veux te barrer? C'est quoi ce comportement? Est-ce qu'on aurait vu Kobe faire ça, sérieusement? C'est pas le meilleur exemple là quand même. Alors ok, il jouait, mais alors dans le genre mec qui faisait la gueule pour avoir des trades, il se passe quand même bien. Ouais, mais reste que Kobe, il bossait. Quand on lui disait t'as été nul sur ça, machin, il bossait. Ah la boucle. Oui Doc. Non, mais ça me fatigue, il bosse pas assez. Alors, j'ai pas dit. Attention, c'était pas hyper bien formulé de ma part. Je ne parle pas forcément de son problème de ne pas tirer les 3 points ou de son craquage mental. C'est plus dans le sens où comment tourner ça? Voilà, tu veux prouver qu'ils ont tort, même si tu tires toujours pas plus de 3 points en match. Mais travaille encore plus à la salle, ça montre que au lieu de faire la gueule et de dire je me barre parce qu'on m'a manqué de respect, à menacer en plus, enfin, c'est l'agent qui a fait, c'est Rich Paul qui a fait ça. Oui, de toute façon, si vous le laissez pas partir, je vous laisserai pas re-signer Maxi. Enfin, si je me souviens bien pour Maxi, t'auras peut-être plus de détails que moi, Doc. Ah oui, non, il y a eu ce bruit apparemment. Qu'est-ce que ça va donner concrètement, on verra. Sinon, sur le cas Simmons, déjà le joueur en lui-même, enfin l'histoire sur les tirs à 3 points et tout, personnellement, je l'ai déjà dit sur le forum à maintes reprises, je ne vois pas l'intérêt. Mon seul problème dans le jeu que j'ai avec lui, et c'est quand même un gros problème, c'est son adresse au lancer franc. Et
ça par contre, son envie. Et, Simmons a cette fâcheuse tendance à se dire je peux finir un match en 0-0-0 et avoir fait gagner. Et c'est vrai qu'il est capable de faire ça, sauf que il est aussi capable de se dire un soir je vais montrer que Rudy Gobert, c'est pas lui le meilleur défenseur et je vais le martyriser. Il faudrait qu'il ait cette attitude un peu plus souvent. Donc là-dessus, ouais, c'est sur les attentes des Sixers, je peux les rejoindre. Et le truc, c'est que maintenant qu'ils ont commencé à faire ça, je pourrais te rejoindre sur peut-être pas 3 ans, mais vraiment faire un exemple et te dire, de toute façon, tant qu'il n'y a pas une offre qui convient tant soit peu, même si en soi, le package qu'on a entendu de Portland, retour de Rocco, CJ, plus je crois que c'était un pick, enfin à la rigueur, on s'en fout, c'est intéressant sportivement. Donc si tu dis, c'est tant qu'on n'a pas ce qu'on désire, écoute, de toute façon, le joueur ne joue pas, et puis nous, on l'a sous contrat, donc vous le voulez, il faut venir le chercher. Et Voilà, le truc que je souhaite par contre, c'est autant je serais pas étonné que Moret aille jusqu'au bout, mais attention à ce que Moret ait pas trop d'exigences non plus. Après voilà, moi c'est vrai que je vais préciser quand même qu'on pense pas que j'ai un discours différent ici sur le forum. Sur le forum, comme j'ai dit, moi ça m'agace justement. Clairement, le ah non, ça me plaît pas, je m'en vais. Et moi, je suis pour qu'il tire à 3 points, même si c'est pas bon. Je l'ai expliqué pourquoi d'un point de vue tactique à mes yeux. Mais voilà, c'est pas le dernier des nuls, mais comme ça n'a jamais été le meilleur joueur de la NBA. S'il s'est retrouvé à Montana, tant mieux. Maintenant, je ne pense pas qu'il le retrouvera à Philadelphie, mais je suis pas sûr qu'il le retrouvera tout court en fait. Justement, par son attitude du ah, ben, je vais me barrer. Mais, mais moi, par contre, je pense que c'est absolument pas viable de se dire vas-y, va te faire. Tant qu'on n'a pas notre trophée, on te garde dans le roster, on s'en fout. Je pense sincèrement que c'est pas viable du tout. D'une, parce que bon, Sabo, on peut lui trouver ses défauts, il a quand même des qualités, et ça reste une pièce importante pour les Sixers, et ça reste une grosse perte. Que ce soit en défense, et quand même en attaque un petit peu. C'est une perte pour les Sixers, donc déjà, tu perds un bon joueur. T'as Joel Embiid quand même qui va rater son quota de match. T'as l'air très con si son quota de match il le rate dès le début. Parce que là, les Sixers sans Simon, sans Embiid, c'est pas que c'est super nul, mais ça vole quand même beaucoup moins haut. Et surtout, je trouve que c'est des situations qui sont pourries pour le vestiaire au bout d'un moment. Parce que... Bah non, il y est pas. Ouais, mais les autres, ils en ont marre. Parce que c'est un truc qui va peser sur l'ambiance de l'équipe, sur les bruits autour de l'équipe tout le temps, tant qu'il n'est pas parti. On va entendre que ça. Simon ceci, Simon cela, trade, pas trade, ceci, cela. Ça pèse beaucoup. Quand James Harden voulait se faire trader des Rockets, etc., il est parti, je crois, au bout de 10 matchs à peine, hein, quand même. Et pourtant, il y avait quand même eu des rumeurs, pas mal de rumeurs à ce moment-là, que le vestiaire en avait ras la casquette déjà et qu'il voulait absolument qu'il se casse. Donc, Oui, ça se dit pas. justement, moi je pense que ne serait rien que le garder, je pense jusqu'à la deadline, je pense que c'est 10 fois trop loin. Tu t'exposes au fait d'être moins compétitif que prévu, parce que t'es quand même une équipe qui vise le titre NBA, soyons clairs. Donc tu t'exposes à être moins c'est compétitif. fini ça. C'est fini. Même Non, si non, non. Simmons revient. Mais non, c'est pas fini. Les mecs, peut-être qu'objectivement tu peux considérer que c'est fini, mais les mecs du front office dans leur tête, ils visent le titre là. Ils se disent on a Joel Embiid, on a un joueur calibre MVP, on a Tobias Harris, si on récupère un CJ McCollum, un D'Angelo Russell, putain, Big 3, Tyball, Maxi, pouf, allez les gars, on joue le titre, c'est Dilo, parti. mais Je suis le premier critique de Dilo sur la ligue, mais pour moi le mindset du front office de Philly c'est putain les gars, le titre, allez on y va. Pour Ouais, moi, je vois ce que tu veux dire. pour moi le mindset Mais est là, pour voilà. moi, pour moi, ils ont plus d'ouverture Oui, avant 2 ans. voilà, je pense aussi que la fenêtre est quand même vraiment en train de se refermer, mais je parle juste de l'équipe, de leurs ambitions. Les ambitions du front office, c'est de gagner le titre cette année, l'an prochain, très rapidement. Donc t'as des ambitions, et vraiment je pense que le vestiaire va en pâtir, et que du coup le niveau de l'équipe va en pâtir, et là au bout d'un moment, imagine, t'arrives, je sais pas, janvier, 1er janvier, ton bilan il est à 50-55% de victoire, putain tu fais quoi? Tu passes pas pour un. Tu passes peut-être pour un con là à pas avoir fait ton trade de Simons beaucoup plus tôt, il est encore dans ton roster, tu sais toujours pas quoi en faire. T'as l'air con peut-être quand Joel Embiid va se blesser au début de l'année, en octobre, en novembre.
Parce Mais que après, Ouais, ça dépend de ce qui est excuse-moi, proposé aussi, puisque au ça- tout début, c'était vraiment, on se fout de ta gueule, t'es et, là, et je la suis réa qui te fait une offre sur une simu, quoi. et je suis d'accord. J'ai été le premier à dire aussi que sur le forum hein, que les offres de toute façon elles avaient l'air quand même bien dégueulasses et que Morey clairement il fait du business quand il dit je veux Lillard, je vends Bradley Beal. Moi je suis sûr qu'il vend en dessous. Mais il a un seuil. Mais je suis sûr qu'il vend en dessous. Il sait très bien qu'il aura pas Damien Lillard ou Bradley Beal là pour l'instant. Donc à mon avis voilà. Mais il y a un moment où je pense que tu as une date où va falloir avoir vendu ton gars. Parce que c'est pas bon pour ton vestiaire, c'est pas bon pour ton équipe, c'est pas bon sportivement. Ah, mais c'est pas bon pour toi non plus à l'avenir. Si tu prouves qu'avec de la patience, on peut te pisser dessus, quoi. Tu sais, c'est pas parce que les Sixers le foutront sur le banc 3 ans par exemple que ça y est, plus personne va oser le faire. Hein. Ça, ça j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Non, mais ça en calmera peut-être certains. Et donc, du coup, moi je. Ça en calmera peut-être certains, et puis ça évitera aussi les franchises qui viendront dire à un joueur fous la merde, comme ça va faire baisser ta valeur, on va pouvoir te récupérer plus facilement. Franche, C'est ça aussi, hein, eh, le. franchement, je préfère me faire pisser dessus et aller en finale NBA que vas-y, je pose mes couilles. Par contre, je suis sorti au premier tour pendant 3 ans et du coup, je me fais virer parce que bah, je suis sorti au premier tour. Je préfère vraiment me faire pisser dessus que ça. Hein. Tant pis, c'est une ligue de joueurs. Attention, maintenant, on le sait. Tant pis, je préfère vraiment me faire pisser L'agent, dessus. là, même. Hein. Ouais, mais c'est D'agent bien beau de même. dire que c'est une ligue de joueurs, mais à la base, c'était une ligue de patrons NBA. Ouais. Si ça finit par pencher vers les joueurs, c'est que les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour. Donc, qu'est-ce qui empêche les présidents NBA de serrer un peu la vis aussi pour que ça reparte un peu dans l'autre sens? Ça c'est sûrement les discussions qui arriveront s'il y a un prochain lockout, aux prochaines renégociations du CBA, ça va être remis sur la table, sûrement parce que les joueurs ont trop de pouvoir. Après, la ligue, c'est un jeu de pouvoir, hein. Il y a 50 ans, les joueurs, c'est ferme ta gueule, joue et ferme ta gueule. Hein. Non, je sais. T'es chez nous pour toute la vie et on s'en fout. Donc, J'ai rien contre le fait que les joueurs aient du pouvoir, mais à un moment, là, je te dis, c'est leur donner un pouvoir démesuré. Parce que si là, ça passe et qu'ils doivent vendre contre 3 clopinettes, ça veut dire que... putain, je sais pas, ouais, allez. Zion. Je suis le président des Lakers. Je m'arrange pour contacter Tatum. Je dis à Tatum, vas-y, va foutre la merde en disant que tu veux plus jouer pour les Celtics et blablabla, et je te récupère en trade. bon, ça Pour marche. prendre Francis sous. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est. En plus, ça voudrait dire que t'es certain que ton offre serait la meilleure, serait acceptée, et que tu seras jamais cramé, qu'on va jamais découvrir un truc pareil. Non, ça, j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Après, tu vois bien ce que je veux dire. Ouais, mais en même temps. Peut-être pas directement venant de la franchise, mais. Ouais, mais t'es bloqué. Dans ces cas-là, t'as Rich Paul qui va dire ouais, mais tu serais mieux à Los Angeles. Après c'est sûr, mais en même temps, t'es les Sixers, tu peux pas te permettre de laisser croupir ton max player pendant 1 an comme ça. Enfin, tu fous en l'air le peu de fenêtres sportives qui te restent. Surtout dans ta tête, pour toi, t'as une fenêtre ouverte. Ouais, mais Tu ne peux pas. d'un autre côté, en te montrant ferme, peut-être que les autres franchises vont dire merde, on va être obligé de lâcher un vrai package, et que là, ton bill, tu le récupères. Ah, je suis pas convaincu. Hein. Je pense que, un peu comme la vie des gens, je pense que la vie des GM est très 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 partagée et il y a d'avoir des sacrés extrêmes. Parce que, certes, on est entre guillemets des lambda et donc du coup, nos avis qui sont très divers peuvent être complètement pétés et complètement nuls. Mais je pense que les GM, c'est pas les premiers à faire des bouffes de merde et à avoir des avis de merde. Et le problème sur le cas Simon, c'est que à mon avis, il y en a quelques-uns qui le cotent très très bien, comme les Wolves, je pense. Et à mon avis, il y en a aussi quelques-uns qui le cotent très 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 mal. Ce qui limite sûrement déjà la perspective de trade du joueur. Et ce qui est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu d'offres réellement convaincantes. Parce que théoriquement, un joueur star, bon, t'es censé avoir un bon package sur la table au bout d'un moment, si c'est une vraie star. Ouais. Après, ça tiendrait qu'à moi. Non seulement je lui fais tâter du banc pendant au moins 6 mois, puis après, je l'envoie dans une franchise de merde, genre les Kings ou. Enfin, les Kings actuels, hein, il y a 15 ans, c'était très bien les Kings, mais. Tu vois, non seulement t'es resté 6 mois à rien foutre parce qu'on n'a pas voulu te trade, et maintenant on te trade là où t'as pas envie d'aller.
Parce Eh, que même s'il a dit qu'il était ouvert à 29 franchises, aux 30 franchises moins Philly, crois-moi que s'il se retrouve à Sacramento, il va gueuler. moi, je pense que, moi, je pense qu'il est Je suis gagnant à pas la fin. sûr. Moi, je pense qu'il est gagnant à la fin. Il est payé 35 patates par an, 35 millions par an. Il se fait son pactole. Tu l'as mis dans une franchise de merde. Bon, écoute, dans 4 ans, j'ai 29 piges, je suis free agent, je signe où je veux, et je suis gagnant à la fin. Pendant que toi, ta petite franchise de Philadelphie, là, bah t'as perdu ton temps avec moi, t'as pas voulu me trader, t'as niqué ton seul bout de fenêtre qui te restait pour gagner le titre, et aujourd'hui t'es peut-être dans la merde. Je suis sûr que le joueur il est gagnant à la fin. Alors après, quand je dis aux Kings, c'est que j'ai dans la tête de récupérer Darren Fox. Ouais, ça je pense qu'ils sont pas très ouverts à la discussion. Ouais, Oui, bah, je mais me à doute. mon avis. Je pense que t'ouvres le téléphone, Darren Fox, ok, au revoir, c'est raccroché direct. Hein. Ah non, il t'a lâché les tours dedans, c'est comme ça avec. Ouais, mais vraiment, je Mais pense. moi, je le vois bien fitter, tu vois. Bah, tu sais, on parlait d'Angelo Russell. Bon, pas un grand fan, mais après, d'un point de vue fit avec Embiid, il fait quand même déjà un peu plus de sens. Genre, Non, c'est sûr que. Mais Non, en mais fait, tu mets n'importe quel n'importe qui meneur avec ferait Embiid, plus de voilà. sens que. ouais, mais Oui bon, et non, parce que tu perds beaucoup défensivement quand même. ouais. Oui, mais le truc, c'est de faire jouer Simon Meneur aussi. À un moment, c'est un point forward, pas un meneur. C'est ça le Et c'est problème parce que depuis tu le veux départ l'appeler aussi. meneur, c'est après. Moi, je l'ai dit. Concrètement, il est meneur juste pour être All-Star. Hein. Moi, je l'ai dit. Hein, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'insurgent juste parce que c'est écrit meneur devant son nom. Et si c'est écrit power forward, c'est quand même beaucoup moins virulent. C'est pas la même mayonnaise. Hein. L'effectif des Sixers n'a jamais été construit pour lui. Je suis désolé. Et Oui, mais moi, je lui souhaite d'avoir un effectif construit pour lui, dans lequel il sera peut-être pas champion NBA, mais où il s'éclatera et il montrera que bah, c'est un bon joueur quand même, qui a des défauts, mais qui a aussi des qualités. Parce que Ah, Simon, mais j'ai aucun souci avec ça. J'ai un problème avec sa mentalité, mais sur ce coup-là, mais c'est tout. Je sais que c'est un très bon joueur et je sais par contre, je maintiens qu'il gagnerait à être aligné 4 plus que meneur d'un point de vue tactique. mais ça dépend juste des Il faut joueurs que. déjà 4 en fait, hein, ça veut rien dire C'est ça. juste, ça dépend juste des joueurs que tu mets à côté. Si sur ma fiche je mets Ben Simmons meneur, mais qu'à côté je mets 4 shooters, mais en soi il va jouer comme un power forward. Bah, Je- regarde, Ouais. parce que souvent il Je joue l'ai avec vu. Milton, Maxey, enfin c'est qui est le meneur, t'appelles meneur qui tu veux. Mais le problème, c'est que je l'ai vu jouer en tant que power forward que une ou deux fois dans la saison comme ça à Philadelphie. Bah oui, Les autres, Qu'est-ce que les autres t'appelles fois, je le power voyais jouer forward meneur. alors? Hmm. Que t'appelles meneur, qu'est-ce que t'appelles power forward? Pour moi, un match où il a joué power forward, c'est contre le Jazz. Quand justement, il s'est dit, je vais éteindre Gobert. Où là, il D'accord. jouait dans la raquette avant tout, au lieu de naviguer autour de la raquette comme il fait souvent, sur les matchs que j'ai vus en tout cas. Alors, je sais Moi, pas si c'est justement, plus sur clair ce pour toi match, comme à ça, part mais- une différence d'attitude et donc de l'agressivité, il est là, enfin, il se disait, bah, j'attaque le panier et de toute façon, si je mets pas les lancers derrière, on s'en fout. C'est la seule différence que je vois. Son rôle, en soi, il reste le même. Il porte pas tant la balle que ça, hein. Et Bah, il justement, remonte moi j'ai eu le cerf, l'impression que sur d'autres matchs, il apportait plus. Après, je suis pas autant connaisseur de Philly que toi, hein. Moi, sur Bean, en priorité, je mets les Bulls. Donc, Oui, et puis ça joue à la même heure. voilà. Ça joue à la même mais heure. après, en soi, enfin, il est souvent avec un autre qui peut porter la balle. Il joue souvent avec Si tu Maxey dis quand même même. à Tobias Harris, il prend pas mal de balles aussi. C'est ça que j'ai jamais compris. Enfin, concrètement, pour moi, est classé meneur par les Sixers. C'est avant tout pour en faire un All-Star, puisque poste 3 ou 4, bah, c'est un peu plus compliqué à l'Est. C'est juste parce que quand t'alignes le 5 de départ, c'est entre guillemets le seul qui fait tes passes, quoi. Enfin, en fait, Ça aussi. ça revient qu'à ça pour moi, parce que en vrai, il joue beaucoup avec Maxi à côté de lui, qui a beaucoup la balle en Maxey, main. Milton, Milton et tout. avant Richardson, qui Ouais. devait être un point ce que tu veux. C'est Mais des mecs qui ont la voilà. balle en main. C'est pas... Même Seth Curry qui a été utilisé pas mal aussi pour un porteur de balle. Faisait un petit peu de pick and roll, des choses comme ça, que plus ou moins de réussite. Enfin, il a repris surtout des systèmes de JJ Redick en portant un peu plus la balle. Et en soi, au final, il porte pas tant la balle que ça. Ah bah voilà, j'ai peut-être pas vu les bons matchs non plus, hein, mais- Bon, de toute façon, on le rappelle, on est le 27 septembre, et ça se trouve, dans 10 jours, on a le résultat, et il sera peut-être tradé.
Écoute, je pense qu'on a étayé nos opinions sur le sujet. On verra bien ce qui se passe. Donc, pour terminer, une petite séance pronostic. Donc voilà, comme j'avais expliqué au début, je vais pas demander des bilans précis de chaque franchise. Juste 1, 2, 3, 4, 5 dans l'ordre. Je vais vous demander à tous les deux chacun votre tour. Voilà, dans l'ordre du premier au dernier, avec une petite mention. Lui il est en playoff, lui il est même premier seed, lui il est en play-in. Voilà, vos avis. Doc, je te laisse commencer ton petit classement de cette division atlantique. Alors, premier Celtics, meilleure défense de la ligue. Ok. Le bilan, je sais pas si ça fait le premier bilan de l'Est par contre, Ok. mais bien placé. Top 2-3 quoi. En 2, les Nets. Ouais. Parce que bon, il va y avoir des matchs manqués, hein, avec ou sans Covid, même pour des Durant, choses comme ça. Malgré tout, Sixers 3. Mhm. On reste au-dessus des 45 wins quand même. Playoff. Ensuite, oui, playoff. Ensuite, on arrive sur le cas des Knicks, au moins play-in. Ok. Et donc ça, on en avait déjà parlé quand on avait fait le bilan de la Free Agency. C'est au moins play-in pour moi. Et là, ça se joue aux blessures, si ça se qualifie direct en playoff ou si ça doit passer par le play-in, ça y finit ou pas. Et a priori dans les 10. Plutôt bilan à l'équilibre ou dans les cas, on est en 40 wins. Et puis, pour conclure, les Raptors. J'arrive pas à savoir s'ils vont être infâmes ou s'ils vont essayer de gagner des matchs quand même, mais t'es sur du 10 wins, soit t'es sur du 30. Ok. Réa, ton classement. Alors, dans l'état actuel des choses, 1 Nets, Mhm. 2 Knicks, Ok. que je vois en playoff, genre 5-6e. Ok. 3 Celtics, limite play-in, playoff, 6-7 un peu quoi en gros. voilà, 6-7. Ok. Sixers, play-in, pour moi. Mhm. Et les Raptors, qui, si le groupe reste en l'état, play-in. Ok. Moi j'ai quasiment comme Doc, enfin vraiment comme Doc. J'ai aussi les Celtics premiers, avec je pense un des 2, 3 maximum meilleurs bilans de l'Est. Je pense qu'ils seront top 2. Les Nets, pareil, juste derrière, parce que Kyrie Irving, parce que Kevin Durant. Si Kyrie se fait vacciner, je les mets 1. Et peut-être que je pense que Doc aussi. Mais voilà. Ça va durer un peu forcément. Voilà, je suis pas sûr qu'on y arrive, je sais pas. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, 2. Philly en 3. Playoff entre 4 et 6 pour moi. Je pense qu'il y aura un trade. Hein. J'y crois pas au fait que Simons. Pour moi, 15 matchs dans la saison, il est parti. J'y crois pas plus. Quatrième, les Knicks. Alors par contre, pour moi, c'est beaucoup plus bas. Je les ai au play-in, mais vraiment fin de play-in, genre 9-10e. 8e grand maximum, mais je pense qu'on est sur du 9-10e. Et les Raptors, pareil, comme Doc, je sais pas s'ils vont chercher à gagner. S'ils jouent vraiment le jeu en tout cas, border play-in, genre gratter une 11e, 10e place, entre 10 et 12, franchement c'est jouable. Si par contre ils en ont rien à péter comme l'an dernier et que de toute façon, petite blessure par-ci, et hop, au repos 30 mois, ça va être 13e. Genre il y a vraiment, de toute façon pour moi il y a Orlando, Détroit qui vont être vraiment à chier. Et après c'est vite serré play-in avec Cavs, Raptors un peu dans... Voilà. Donc on a une grosse différence quand même là avec Boston. C'est Boston Knicks hein, du coup cristallise, même Sixers, je dirais que tu les as mis un peu plus bas que nous, Réa. Je pense. Non, après, c'est vraiment en l'état actuel des choses. J'essaye pas de deviner le trade qu'il y aura derrière. Oui. Mais pour moi, si Morey reste sur l'avis le même avis que moi, ça va avoir du mal à décoller. Quand bien même à la trade deadline, il récupérerait un Bradley Beal. Il y aura du retard qui aura été pris, donc je les vois en play-in. Ouais. Ok. J'espère que cette preview de l'Atlantique vous aura plu. Comme on l'avait dit, on a perdu Pop en cours de route. On essaiera de le récupérer pour la prochaine émission. Là, il a pas payé la facture, je sais pas. Enfin, ses parents n'ont pas payé la facture, tout a sauté. On n'a pas de nouvelles. ça fait une demi-heure, on n'a pas du tout de nouvelles. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors, c'est qu'il savait que j'allais faire un classement à la con, il n'a pas voulu l'écouter. Ça doit être ça.
Bon, du coup, on se retrouve pour la prochaine émission où on va aborder la division centrale. Bonne journée, au revoir.